Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne Décryptage. Alors aujourd'hui un nouveau résumé d'ouvrage, Le temps des prédateurs, François Hesbourg, La Chine, les États-Unis, la Russie et nous. C'était un ouvrage qui était sorti l'année dernière en 2020 aux éditions Odile Jacob, parce qu'il va m'arriver aussi de faire des résumés d'ouvrages qui ne sont pas forcément sortis récemment, mais qui a quelques années de ça. J'estime qu'ils sont intéressants pour comprendre le monde. Alors, cet ouvrage de François Hesbourg, sa problématique, c'est de dire que finalement, l'Europe est aujourd'hui de plus en plus sous la prédation de ce que lui appelle justement des puissances prédatrices, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis et la Russie. Et il va expliquer dans cet ouvrage-là que malheureusement, l'Union européenne n'est plus véritablement capable de s'opposer à cet expansionnisme de ces trois puissances, alors qui sont des expansionnismes de nature différente, puisque ce sont également des puissances différentes. Alors il y a toute une partie qui s'intéresse à la Chine, alors c'est pas cette partie qu'on va traiter, puisque ça concerne l'histoire de la Chine depuis les guerres de l'opium, mais ça nous explique comment la Chine, finalement, depuis 1979, est sortie d'une période qu'il a vue, depuis l'arrivée de Mao jusqu'en 1979 justement, tomber vraiment dans un état de puissance qui était absolument désastreux. Je vous rappelle la période maoïste, le grand bond en avant, la révolution culturelle, une puissance qui n'avait pas du tout d'influence géopolitique, hormis peut-être l'influence de la Chine dans le conflit en Indochine, son influence également en Malaisie, son influence également chez quelques intellectuels en Occident, mais grosso modo, la Chine ne pesait pas au niveau de l'ordre international. Et en fait, il explique que depuis 1979, par ce qui fait le fort de la Chine maoïste, c'est-à-dire ce que lui appelle sa capacité d'adaptation doctrinale, la Chine a été capable de utiliser à son compte les outils du capitalisme pour sortir justement du maoïsme et du coup devenir cette grande puissance qu'elle est aujourd'hui. Alors il explique aussi dans son ouvrage que dans les années 20, à l'époque où le Parti communiste venait à peine d'être créé, le PCC avait été capable justement d'avoir cette capacité d'adaptation doctrinale. Au début c'était un parti ouvriériste, ensuite c'est devenu un parti paysan. Ensuite, c'est devenu un parti de la résistance à l'époque de l'occupation japonaise dans les années 30. Après, c'est devenu un parti authentiquement stalinien pour redevenir un parti maoïste. Et que on voit bien que la manière avec laquelle la Chine a utilisé les outils du capitalisme correspond quand même à ce que les communistes en Chine sont capables de faire, c'est-à-dire en gros de s'adapter à cette situation. Et il explique que depuis 1979, ce fameux communisme chinois a adopté aussi une posture nationaliste qui est très agressive, alors, notamment à l'encontre du Japon, à l'encontre aussi des pays occidentaux, auxquels la Chine finalement reproche d'avoir perdu une partie de son empire pendant les guerres de l'opium, et aussi contre les États-Unis. On le voit aujourd'hui actuellement les tensions entre Xi Jinping et Joe Biden. Et donc, finalement, la Chine apparaît de plus en plus comme une puissance prédatrice. Alors, il donne des exemples précis, notamment il parle de ce qu'on appelle la muraille numérique, la manière avec laquelle la Chine parvient finalement à se protéger des autres pays en barricadant son réseau numérique. La manière aussi avec laquelle la Chine a développé ses propres GAFA, c'est-à-dire les concurrences à Google, à Amazon, à Facebook, etc., etc. Et puis aussi la manière avec laquelle finalement la Chine est devenue une espèce de puissance hybride, à la fois autoritaire d'un point de vue politique et puis assez libérale d'un point de vue capitalistique, et a été aussi capable de renouveler ces méthodes de contrôle de sa population. Alors il parle beaucoup notamment du crédit social, vous savez, ces fameux algorithmes qui sont utilisés pour contrôler la population chinoise en filtrant ses déplacements, en essayant de détecter éventuellement ses modes de consommation, et ensuite d'utiliser le numérique pour justement attribuer des notes à ses citoyens qui conditionnent l'octroi des aides sociales. Donc finalement, cette espèce d'illusion occidentale qui a cru que la Chine, parce qu'elle avait intégré l'OMC, parce qu'elle avait adopté les principes du capitalisme, était une puissance qui allait rentrer dans le rang. En fait, pour lui, c'est pas du tout le cas. C'est ce que lui appelle une puissance révisionniste, et qui d'ailleurs, de plus en plus, alors que ce soit en mer de Chine méridionale, que ce soit en Afrique, et donc du coup que ce soit en Europe aussi, l'auteur démontre très bien que la Chine pratique notamment une politique assez offensive vis-à-vis des pays européens pour leur imposer la 5G, essaye également de créer des divisions
à l'intérieur du continent européen, notamment on pense à son rapprochement avec des pays comme le Monténégro, la Serbie, l'Italie et même l'Espagne, et qu'il y a une véritable offensive, c'est-à-dire des tentatives des firmes multinationales chinoises, appuyées par le Parti communiste chinois, de prendre, d'essayer de pénétrer les économies occidentales par des politiques de participation. Et voilà, pour lui, la Chine est une puissance prédatrice en Europe. Alors, deuxième puissance prédatrice qui est traitée par l'auteur, la Russie. Alors, plus précisément, la Russie de Vladimir Poutine, puisque la Russie des années 90 n'est pas beaucoup traitée dans l'ouvrage, la partie de Boris Eltsine où vraiment la Russie a été en déclin. Mais il traite la question de la Russie poutinienne de la même, alors pas tout à fait de la même façon que la Chine, puisqu'il y a vraiment des différences entre les deux puissances, mais il reconnaît que la Russie a aussi cette dimension prédatrice, comme la Chine de Xi Jinping, mais vis-à-vis de l'Europe, pas de la même façon. Alors déjà, il part du point de vue que la Russie a perdu la dimension messianique de sa puissance, c'est-à-dire que contrairement à l'époque de l'URSS, la Russie n'est pas là pour exporter un modèle de société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'international communiste, il n'y a plus de pacte de Varsovie, il n'y a plus l'URSS qui finance à distance des insurrections armées pour exporter son idéologie communiste. Donc ça, c'est quand même une différence de taille par rapport à la guerre froide. Et puis, il y a également une faiblesse économique au niveau russe qui n'existe pas au niveau de la Chine, tout simplement parce que la Russie a une économie qui est moins globale et qui est moins diversifiée. Elle est principalement basée sur à la fois l'agriculture, sur le pétrole, sur l'aéronautique et sur l'exportation des armes, mais elle a quand même une dimension prédatrice, même si sa puissance est moindre, tout simplement parce qu'elle est victime depuis 1991 de ce qu'on appelle un véritable complexe d'encerclement, c'est-à-dire que la Russie se retrouve depuis 1991 avec une organisation du traité de l'Atlantique Nord qui s'est élargie à ses frontières. Donc là, on pense notamment aux pays baltes, on pense notamment aux pays d'Europe de l'Est, on pense notamment au projet d'intégration de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN. Donc du coup, l'ours russe se sent de plus en plus encerclé depuis les années 90 ou 2000. Et puis, la Russie, finalement, va faire preuve d'un certain révisionnisme. Alors, une puissance révisionniste est une puissance qui essaie de changer l'ordre international et qui va se manifester par beaucoup d'agressivité vis-à-vis de l'Europe. Alors là, on pense notamment à la conquête de la Crimée en 2014, à ce qui a été la première véritable cyberguerre contre l'Estonie en 2007. On pense notamment en août 2008 à la guerre menée contre la Géorgie. Alors là, c'est pas strictement le continent européen, mais c'est la même manifestation du révisionnisme russe. Et puis surtout, cette façon, parfois, que la Russie a aussi de faire de l'ingérence électorale. Alors on en a parlé pendant les élections françaises de 2017. On en a parlé également au niveau du Brexit en 2016. Et la Russie aussi se rendrait coupable, selon l'auteur, de ce qu'on appelle des opérations humides, c'est-à-dire de temps en temps des opérations finalement d'empoisonnement d'opposants politiques qui tendraient à penser que la Russie a des véritables velléités de conquête territoriale. Alors on évoque aussi peut-être la conquête un jour de la Transnistrie en Moldavie, des partis russophones au niveau des pays baltes. Donc pour lui, il y a une vraie agressivité russe à ce niveau-là, qu'il voit également à un autre niveau. Par exemple, la multiplication des exercices de manœuvres russes au niveau de la mer Baltique et au niveau de la mer Noire, et puis une alliance avec la Chine qui ne cesse de se renforcer, avec la création notamment de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est la version asiatique de l'OTAN qui a été créée avec la Chine en 2001, le projet d'aménagement des routes de la soie polaire par le Grand Nord, et puis surtout, mine de rien, une certaine proximité dans la nature du régime, un régime à la fois libéral, économique et autoritaire d'un point de vue politique. Et à partir de ce prisme-là, l'auteur s'inquiète de ce qui pourrait peut-être arriver un jour, alors notamment au niveau de l'Europe orientale, c'est d'être victime de cette fameuse prédation russe auquel l'Europe n'a finalement pas grand-chose à répondre. Alors, troisième puissance prédatrice qui est traitée par l'auteur, les États-Unis. Alors, de prime abord, ça peut paraître un petit peu paradoxal de qualifier les États-Unis de puissance prédatrice vis-à-vis de l'Europe, puisque je vous rappelle que quand même, ça fait près de 75 ans qu'il y a une vraie alliance stratégique entre les deux parties de l'Atlantique. On pense au traité de l'Atlantique en 1941, on pense à la conférence de Yalta en 1945, on pense aussi au plan Marshall, à la création de l'OTAN,
au soutien américain de la création, dans la construction européenne, mais l'auteur identifie, depuis la fin de l'ère Obama et surtout à l'époque de Donald Trump, et même si dans l'ouvrage il ne traite pas de la partie Biden, puisque l'ouvrage était sorti il y a quasiment 2 ans de ça, au moment où Donald Trump était encore président, il note tout de même qu'il y a une plus grande agressivité américaine au niveau du continent européen. Alors notamment, il y a eu les velléités à l'époque de Donald Trump de proposer au Danemark l'achat d'une manière assez contraignante, voire agressive, du Groenland. Le Groenland étant, malgré son statut d'autonomie, une ancienne province du Danemark. Donc ça, il y voit aussi une preuve d'agressivité. Les critiques de plus en plus acerbes de l'administration américaine, alors qui avait déjà commencé sous Obama et qui ont continué avec Donald Trump, de l'OTAN. L'ancien président républicain avait notamment accusé l'Allemagne de ne pas assez investir en termes de défense, beaucoup moins d'ailleurs que les États-Unis, avait d'ailleurs également menacé de se retirer de l'Alliance Atlantique. Il note également le manque de réaction américaine vis-à-vis de l'annexion de la Crimée en 2014 par les Russes. Est-ce que peut-être ça n'est pas un abandon de la part des États-Unis du continent européen que de ne pas répondre aux Russes justement à ce qui est, même si l'Ukraine n'est pas formellement dans l'Union européenne et dans l'OTAN, est-ce que les Américains, dans le fait de ne pas répondre à cette agression russe, ne traduisent-ils pas un certain détachement vis-à-vis du vieux continent? Et puis, mine de rien, quand on voit aussi ce qui s'est passé récemment avec ce qu'on a estimé être une trahison américaine vis-à-vis de la France, qui a choisi finalement de damer le pion aux Français en vendant une partie de leur technologie nucléaire, notamment en termes de sous-marins à l'Australie, et avec la création de l'AUKUS, c'est-à-dire le rapprochement entre l'Australie, l'Angleterre et les États-Unis dans ce qui tendrait à être une future alliance stratégique dans l'espace indo-asiatique vis-à-vis de la Chine, on a tendance à considérer que les États-Unis prennent tout de même de moins en moins d'intérêt pour le vieux continent, et puis une prédation économique qui continue. On l'avait vu avec la vente d'Alstom il y a quelques années de ça, et puis on l'a vu aussi avec l'offensive des firmes multinationales américaines contre les économies européennes, que finalement les États-Unis, qui dans les années 2000 avaient considéré le Moyen-Orient comme leur zone d'intérêt stratégique, qui voit depuis 2010 et le pivot d'Obama désormais la région asiatique comme son principal centre d'intérêt. Et on y voit aussi le délaissement de la zone africaine par les États-Unis, qui laisse du coup la France gérer seule la question du G5 Sahel. Est-ce que finalement, et en ce sens-là, même s'il est un petit peu moins sévère, François Hesbourg considère que les États-Unis peuvent être qualifiés aujourd'hui de puissance prédatrice vis-à-vis de l'Europe, qui malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas grand-chose à répondre à ces agressions. Alors, une fois qu'ont été analysées les stratégies prédatrices de la Chine, des États-Unis, la Russie vis-à-vis de l'Europe, l'auteur finalement essaie de comprendre pourquoi l'Europe a de moins en moins de capacité de résistance face à ces agressions, alors qu'ils peuvent être des agressions territoriales, la prise de la Crimée en 2014, économique, la manière avec laquelle la Chine force certains États à utiliser la 5G en utilisant justement l'entreprise Huawei, et la manière avec laquelle aussi les États-Unis mettent la pression sur les pays européens pour augmenter leur budget de la défense. Pourquoi l'Europe n'est-elle pas capable de s'opposer à ça? Alors l'auteur y voit plusieurs raisons. Déjà, premièrement, il considère que l'Europe n'est pour l'instant qu'une simple puissance normative et une simple puissance économique. Alors c'est vrai que le marché européen est le principal marché économique au monde. Elle est une puissance normative. Alors une puissance normative, c'est la capacité d'une puissance à exercer du soft power et de la séduction dans son rapport au droit. C'est vrai que l'Europe passe aujourd'hui comme étant quand même une entité politique où il y a un vrai état de droit, un vrai respect des règles démocratiques, des conditions d'accueil des étrangers qui sont plutôt éthiques, bien qu'aujourd'hui elles soient un petit peu remises en question, et surtout un État qui respecte les règles du libéralisme et du juridisme. Donc sur ce niveau-là, il n'y a pas de gros problèmes au niveau européen, mais seulement l'Union européenne, par rapport aux 3 autres puissances, manque en fait de profondeur stratégique. Alors là, l'auteur estime que par exemple, l'Europe n'est pas capable de créer une défense commune. On pense notamment entre la tension, enfin les tensions entre la France et entre l'Allemagne. La France souhaite, et ça c'est la tradition gaulliste, qu'il y ait une défense européenne autonome de l'OTAN qui puisse
assumer ses propres problèmes sécuritaires, ou qui puisse être projeté aussi à l'étranger, alors que l'Allemagne, dans une espèce de pro-américanisme hérité de la guerre froide, souhaite toujours que les pays européens s'en réfèrent à l'OTAN. Donc déjà, ça c'est également un vrai problème, puisque l'Europe n'est pas une puissance stratégique, elle a toujours besoin d'en référer à ses alliés, à son allié européen pour utiliser ses forces armées. L'auteur note aussi qu'il y a un véritable retard dans la technologie numérique au niveau européen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de GAFA européen, hein, il n'y a pas la puissance de frappe des États-Unis et de la Chine à ce niveau-là. Et quand on sait que l'avenir du XXIe siècle sera la question des big data, que tout se fera par le numérique et par le traitement des informations, le fait qu'il n'y ait pas une souveraineté numérique, une espèce de muraille numérique européenne comme il y a en Chine, pour lui, ça c'est un véritable problème. Et alors là, il prend position pour une Europe fédéraliste. Il estime que le fait qu'il y ait encore une certaine nationalisation des prérogatives régaliennes fait que l'Europe ne peut pas encore être une puissance fédéraliste. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines, alors là on pense notamment à la question migratoire, à la défense, à la fiscalité, où les États pratiquent leurs propres règles nationales, et ça empêche l'Europe d'être un véritable bloc qui pourrait résister finalement à toutes ces prédations. Donc lui il incite encore à la continuation du processus d'intégration européen, et puis aussi il estime que avec la montée des populismes, ça permet à des puissances, alors notamment au niveau de la Russie et de la Chine, de créer en fait la logique du diviser pour mieux régner au niveau du continent européen. C'est-à-dire qu'on voit régulièrement, notamment la Russie qui se rapproche de pays comme la Pologne et comme la Hongrie. On voit bien que la Chine dans les Balkans essaye d'établir des stratégies d'influence également au niveau des pays baltes. On l'a vu également au niveau de l'Italie. Donc finalement, à la fois ce défaut d'intégration, ce défaut de fédéralisme et cette montée des populismes font que, mine de rien, l'Union européenne ne peut pas résister à ces puissances qui, elles, sont des puissances souveraines, sont des blocs et qui ont des vraies stratégies de puissance. Donc on voit bien que l'Union européenne est quand même la proie de ces puissances qui sont voraces. Alors évidemment pas au même niveau, on peut considérer que la Chine et les États-Unis sont de puissances authentiquement globales, alors que la Russie est plutôt une puissance régionale, mais finalement elle est quand même sous l'influence, cette Union européenne, de ces trois puissances-là. Alors on pourrait peut-être imaginer un scénario à terme. Le premier scénario, ce serait que se continuent les populismes à l'intérieur de cette Union européenne, et peut-être à terme d'autres Brexit. On a vu le Brexit en 2016, certains l'ont évoqué au niveau de la France, certains l'ont évoqué aussi au niveau de la Hongrie, certains l'ont évoqué également au niveau de l'Italie. Donc peut-être que c'est un scénario qui pourrait enterrer définitivement l'Union européenne et du coup qu'elle soit encore plus sous la proie de ces trois prédateurs-là. Ou le deuxième scénario, ce serait une relance de la construction européenne vers plus de mutualisation au niveau de la capitale européenne, et que finalement on ait un authentique bloc politique qui soit capable, avec des défenses frontalières, avec une vraie souveraineté politique ou numérique ou économique, qui soit capable de s'opposer, mais ça, seul l'avenir à court terme nous le dira. Voilà pour le résumé de cet ouvrage-là. Donc je vous rappelle les références: François Hesbourg, Le temps des prédateurs, la Chine, les États-Unis, la Russie et nous, publié en 2020 aux éditions Odile Jacob. N'hésitez pas également à vous faire votre avis, puisque je vous ai donné une synthèse assez généraliste, mais il y a plein de détails et rien ne vaut pour se faire son idée que d'en faire l'acquisition et de le lire vous-même. Pour m'aider à développer la chaîne YouTube, n'hésitez pas également à mettre des likes, à vous abonner, à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des idées d'ouvrages. À très bientôt pour la prochaine vidéo et bonne lecture.